Ce sera donc à Monsieur Zubelinga de prendre la parole et de nous éclairer sur la façon dont il perçoit ce problème quand même qui est extrêmement complexe. Très... Il faut vous appuyer sur votre... Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vu la présentation implicite qui me précède, je vais avoir du mal à être dans un rôle de composition. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité, sachant que j'ai effectivement été de ceux qui ont commis l'un ou l'autre article, l'un ou l'autre ouvrage en relation avec le franc CFA. Et donc je l'ai fait et vous avez malgré tout tenu à m'associer à vos travaux. Je vous en sais gré. Et je voudrais penser en tout cas que tout le monde ira jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire faire en quelque sorte une opération aussi de vérité. Les monnaies ont besoin de vérité. Si nous sommes aujourd'hui devant une commission parlementaire qui est les affaires étrangères, c'est bien que la perception française aujourd'hui, c'est que cette monnaie n'est pas qu'une monnaie africaine, sinon on n'en déciderait pas au Parlement français. Et c'est aussi une perception encore plus profonde, c'est que les externalités aujourd'hui négatives de cette monnaie génèrent en Afrique un certain nombre de tensions qui probablement, en tout cas qui à mon sens, ne sont pas des tensions négligeables. Je les qualifierais même d'explosives, dans le sens où elles sont portées par la jeunesse. Et donc la démographie du rejet va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un rejet qui est limité à l'Afrique francophone. Il y a aujourd'hui des conférences partout en Afrique qui parlent du franc CFA, en Afrique du Sud, etc., au Malawi. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, voire une très bonne chose, que vous vous souciez de cette question. Qu'il me soit donc autorisé de me souvenir d'un 29 mai 2005, que vous connaissez tous, puisque c'était le jour du traité de Rome 2005, et que nous sommes effectivement un 29 mai. Voilà, on se rappelle du résultat. C'est donc exactement il y a 24 ans. Pourquoi est-ce que je rappelle cet événement historique? C'est parce qu'en réalité, les populations africaines qui sont utilisatrices du franc CFA n'ont jamais eu l'occasion de participer démocratiquement à un exercice les amenant à choisir leur monnaie, à choisir leurs options monétaires. Ça ne s'est jamais produit. Avec d'ailleurs ce paradoxe énorme que vous apprécierez, c'est que pour changer le nom de cette monnaie qui est dite africaine, il a fallu que le Parlement français se prononce, et le Parlement français s'est prononcé sous le regard de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les avis de conformité de l'Union européenne, mais jamais aucun Parlement africain ne s'est prononcé. Ça veut dire qu'en gros, l'écho, s'il avait existé ou s'il était amené à exister, pourrait exister par des décisions de Parlement européen ou du Parlement français, approuvées par l'Union européenne, sans avoir à requérir l'avis des parlementaires, ne serait-ce que vos collègues africains. Je pense que c'est quand même une question à laquelle vous pourriez aussi, en tant que parlementaire et représentant du peuple, vous pourrez vous poser aussi quelques questions. Ce que je souhaite mettre en avant ici, et mon accroche va dans ce sens-là, c'est le fait que la monnaie va au-delà de la question purement économique, de la question du lien, disons, de la tenue d'un taux de change qui serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre, etc. La monnaie va bien au-delà de cela. Et même l'économie va au-delà de ça. Aujourd'hui, une des monnaies qui maintient son niveau par rapport au dollar, c'est le kwacha de la Zambie. Et pourtant, l'économie zambienne va très mal. Mais leur monnaie réussit à se maintenir à un niveau élevé parce qu'ils ont suffisamment de réserves pour maintenir leur monnaie à un haut niveau.
mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la vitalité de leur économie actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon sens, je suis plus pour une approche plus institutionnaliste, plus multifactorielle de la monnaie. La perception qui apparaît à nombre d'Africains sur la question du franc CFA, elle est effectivement historique. Mais il ne s'agit pas d'un péché originel. J'apprécie l'expression, et je remercie Bruno Cabriac d'en avoir parlé. Il s'agit d'une constitution. Ce n'est pas un péché qui se serait produit à un moment donné, mais c'est une forme de génétique de la zone. Elle est constituée avec un certain nombre de principes qui sont des principes de la colonie. Ces principes, quand on dit que ce sont des principes de la colonie, ce n'est pas une agression verbale. C'est un fait d'abord historique, mais c'est aussi une rationalité. C'est-à-dire que vous avez un empire, vous voulez donner un visage à votre empire, et qu'est-ce que vous faites ? Entre autres, il y a des frontières, il y a des signes monétaires qui vont se distribuer au sein de l'Empire. Il y a une banque qui va réguler la circulation monétaire, aussi bien en métropole que dans les colonies. Donc en réalité, les 4 principes cardinaux, à savoir la centralisation des réserves, l'arrimage fixe à un taux de change, etc., la libre transférabilité des fonds, des capitaux, ce sont des principes qui sont des principes naturels à un empire et qui sont naturels à une colonie. Et ces principes sont aujourd'hui encore fonctionnels. Ce qui, évidemment, pour les Africains, entretient l'idée d'une colonialité monétaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de colonie à une situation indépendante, mais avec les mêmes principes que les principes de la colonie. D'autant plus qu'il n'y a pas eu réellement de sollicitation des parlementaires, des peuples, etc., pour approuver ces passages-là. On est arrivé même à un énorme paradoxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, perdu des degrés de liberté du point de vue africain dans le passage à l'euro. Si vous lisez la décision du Conseil du 23 novembre 1998, que je recommande toujours, dans cette décision, l'Union européenne dit clairement à la France « Je suis d'accord avec les unions monétaires que vous garantissez, entre guillemets, mais à une condition. Vous ne pouvez faire aucune modification substantielle sans que 3 services au moins de l'Union européenne non seulement soient d'accord, mais valident, soient tenus informés régulièrement de l'évolution de ces accords. » Donc les Africains passent d'une situation où ils avaient ce qu'on appelle une tutelle monétaire vis-à-vis de la France à une double tutelle, puisque désormais l'Union européenne peut, si elle le souhaite, intervenir sur cet accord en estimant que pour X, Y raison, il ne convient pas aux politiques européennes. Même si c'est hypothétique, c'est quand même statutaire. Donc on passe, avec le temps, plutôt que de gagner en liberté, en indépendance, entre guillemets, on se retrouve avec un système qui n'est plus vraiment colonial, mais qui est quelque part hyper-colonial. C'est-à-dire que la colonialité, c'est redistribuer sur l'ensemble des pays européens, puisqu'ils ont droit, chaque pays a droit de décider ou de s'opposer éventuellement à n'importe quelle décision qui pourrait être prise par les Africains ou même par la France. Et il faut préciser que cette décision du Conseil européen s'adresse à la France. C'est d'ailleurs, je crois, c'est le dernier article, il y a 7 articles. Ce qui voudrait bien dire que cette décision de l'Union européenne fait des pays africains une forme de colonie monétaire. Parce qu'en fait, dire qu'ils ne peuvent pas, en gros, bouger le taux de change, ils ne peuvent pas décider, par exemple, d'intégrer un autre pays de la zone sans avoir l'avis, d'abord, l'accord de la France, et que la France remonte cet accord au niveau de l'Union européenne, explicitement au niveau de la Banque centrale européenne, au niveau du comité monétaire et financier, au niveau de la Commission. Donc 3 instances. Donc c'est difficile, dans un tel contexte, d'imaginer qu'on parle de souveraineté monétaire. Mais avant de parler de souveraineté monétaire, il faudrait aussi, et je pense que tous les panélistes ici connaissent la question même de la souveraineté avant d'être monétaire. Et c'est pour ça que je suis obligé un peu de dévier du schéma que j'avais prévu pour préciser, là encore une fois, dans cet échange qu'on nous a demandé sincère, la notion de choix me paraît
difficile à argumenter. Les pays africains en 1945 sont des colonies. C'est en 1945 que le franc CFA est créé. C'est en 1945 que la France fixe le premier taux de change. Elle fixe un autre en 1948, ensuite en 1958. Entre 1958 et 1994, il n'y a pas eu d'autres taux de change. C'est le même. Ce qui veut dire que ces pays-là ont fonctionné avec les décisions qui ont été prises tout à fait normalement par la France à son époque dans son empire africain. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les taux de change, on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les règles qui régissent en tout cas les règles, je dirais, cardinales, qui régissent ces unions, même s'il y a eu plusieurs innovations et plusieurs ajustements à travers le temps. Mais les principales règles sont issues de cette époque-là. Et il faut savoir aussi qu'avoir un taux de change fixe, ça, je pense que c'est important aussi de relire dans la perspective qui est celle des Africains. Les Africains lisent le franc CFA avec l'ensemble des outils et instruments de la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez toujours associer ceux qui font des protestations fortes vont associer le franc CFA avec la présence militaire française, avec le fait d'avoir des langues officielles, la langue officielle comme le français, parce que ce sont des accords, entre guillemets, qui ont été signés lors du passage de la colonisation aux indépendances. Donc la lecture, la perspective des Africains de ce point de vue-là, la rationalité qui les anime, c'est de dire finalement on a une espèce de bloc, en gros, qui lie l'économie, la monnaie, les aspects culturels, les aspects militaires, comme un élément, comme un bloc vis-à-vis duquel on a du mal à trouver des marges de liberté. Ça explique en grande partie la situation actuelle, qui n'est pas un simple rejet. Parce que il faut savoir que la contestation du franc CFA est très ancienne. Elle naît avec le franc CFA. Elle a été le fait même de certains experts français. Parce que vous savez qu'il y avait une discussion entre le ministère des colonies et le ministère des Finances. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Il y a eu ce débat-là. Certains disaient, si on a deux monnaies dans le même empire, ça va poser tel et tel problème, etc. Donc il y a eu une contestation qui est aussi une contestation de chercheurs, d'économistes, depuis les années 50-60. Donc ce serait dommage de présenter ça essentiellement comme une espèce de simple protestation. Est-ce que vous pouvez conclure? Je comprends très bien ce que vous dites et c'est passionnant. Mais oui, effectivement, je suis à ma 12e minute. Je vous remercie. Alors ce que je devrais dire pour conclure, c'est que l'analyse coût-bénéfice externalité faite par les Africains ne permet pas de valider l'institution franc CFA comme étant une institution de développement. Parce que tous les avantages qui sont associés au franc CFA ne renvoient pas, si on prend la stabilité, mettons, monétaire ou des prix, ça ne donne pas davantage d'investissement direct étranger aux pays africains de cette zone-là. Ils n'en ont pas plus que les autres. La stabilité monétaire ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de pauvreté. Et les travaux, y compris de M. Cabriac ou du Ferdi, reconnaissent qu'on ne peut pas associer le franc CFA à quelque chose qui aille dans le sens de plus de croissance ou plus de développement économique. Donc il me semble qu'il faudrait plutôt penser et admettre que les Africains aujourd'hui sont engagés vers d'autres schémas. Leur schéma, c'est d'abord l'intégration africaine comme paradigme, avec des outils comme la zone de libre-échange, l'intégration régionale, etc., etc. La multilatéralisation et la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui souhaitent adhérer au BRICS+, par exemple, et que ces nouveaux chemins ne sont pas nécessairement congruents avec le franc CFA. Par contre, et je termine là, Monsieur le Président, si vous permettez, il faudrait également, à mon sens, dire que les 3 pays du Maghreb ont quitté le franc CFA à l'indépendance. À leur indépendance, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Okay, ils ont opté pour leur monnaie. Aujourd'hui, ce sont les premiers partenaires économiques de la France. Et ce sont des pays qui se comportent très bien du point de vue économique. La monnaie tunisienne est une monnaie qui résiste très bien, qui est un change flexible, mais qui résiste très bien à la situation actuelle, qui a un niveau, une cotation vis-à-vis du dollar qui reste très stable. Donc le fait
de sortir de la zone franc, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'implique pas que les pays n'auront pas eu de relations avec la France. Au contraire, la France s'entend même très très bien avec des pays qui sont sortis de la zone franc, et ses meilleures relations économiques, elle les a avec des pays qui ne sont pas de la zone franc, comme l'Afrique du Sud ou comme le Nigeria, etc. Je vous remercie. Je vous remercie. Désolé d'avoir été long. Non, pas du tout, vous n'avez pas de vous désoler, c'était au contraire très passionnant. Donc je crois que nous avons, grâce à vous trois, nous avons appris beaucoup de choses. D'abord, pour préciser ce que vous venez de dire, c'est clair que l'asymétrie historique et politique entre la France et les États membres de cette zone pèse très très lourd. Mais je crois, et vous avez tout à fait raison de souligner que là où des choix différents ont été faits, ça ne met pas en cause la qualité, parfois d'ailleurs imparfaite, des relations entre les pays qui sont monétairement indépendants et la France. Donc là, je crois qu'il faut vraiment dissocier ça, et je pense qu'un pays comme la France est tout à fait ouvert sur cette question et ne lie pas du tout l'intensité des liens à créer avec les États africains au maintien de ce système, même si nous y voyons les uns et les autres un certain nombre d'avantages. La deuxième chose, je crois que vous avez posé tous deux problèmes économiques quand même très importants, qui sont un peu différents, qui sont les mêmes problèmes qui se posent à l'euro, c'est-à-dire le problème de l'arrimage. Est-ce qu'il est logique d'arrimer les monnaies africaines à une entité qui est l'euro, en réalité, qui est fondée, dont l'évolution est fondée sur d'autres espaces économiques, et donc là, il y a certainement une réflexion à faire, de même qu'on se pose la question pour le franc par rapport à la zone européenne. Troisièmement, enfin toujours sur le plan économique, est-ce qu'il y a un inconvénient à avoir un niveau élevé de valeur? Ça, c'est le problème que nous nous posons aussi, nous, Français, dans la zone euro. Est-ce qu'on a une monnaie surévaluée pour nos échanges ou pas? C'est différent. Hein. Le premier problème, c'est un problème d'arrimage. Le second, c'est un problème de fixité, en fait, d'arrimage à une zone qui ne convient pas. Et la quatrième chose, et c'est un peu vers ça que convergeaient certaines réflexions finales de notre dernier intervenant, quelle est la part de l'intégration à la zone euro et la part de la mutualisation à l'intérieur des zones, des deux zones, enfin des trois zones, enfin surtout la zone d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, les effets de mutualisation, notamment en matière de mutualisation des réserves. Est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionnerait sans la France? C'est pas évident, mais ça pose quand même un problème intéressant. Est-ce que le problème n'est pas il y a monnaie nationale, monnaie régionale et monnaie dans la zone. Et ces trois niveaux, est-ce qu'ils peuvent être distingués? Voilà, je n'en dis pas plus. Je voulais simplement formaliser certaines des interrogations qui me paraissaient ressortir de cette excellente intervention inaugurale dont vous avez bien voulu nous gratifier.